Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites ? C'est parti, on écoute ça. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme qui incarne la résilience, le courage et l'art de transformer une chute en élan. C'est Mathias Sabatier, ancien marin-pompier de Marseille, qui a vu sa vie basculer en une fraction de seconde, pour finalement repartir plus fort, autrement. Alors assis-toi bien et prends-en de la graine. C'est parti, on écoute ça. Salut Mathias, content de te recevoir et puis merci de m'accorder du temps entre tes 3 trainings journaliers. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant juin 2024, qui était un petit peu Mathias à cette époque-là? Alors, avant juin 2024, ce qui s'est passé, j'étais à l'école, au lycée. Ensuite, le lycée, il a fallu trouver un métier qu'il fallait que je fasse. Au lycée, moi, j'étais pas quelqu'un de très scolaire. Donc, j'aimais le sport. Donc, je savais pas. On m'a parlé des pompiers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, je vais tenter les pompiers volontaires au début. Donc, je suis allé dans ma caserne de village. J'ai vu le chef de centre. Je voulais tester les pompiers. Et donc, j'ai pu commencer à rentrer dans les pompiers volontaires. Et ensuite, je me suis dit, au final, c'est ça qui me plaît. Je vais en faire mon métier. Mais je vais aller, en gros, chez les meilleurs. Et donc, chez les pompiers, il y a 2 unités où c'est l'armée. Et c'est les pompiers de Paris ou les pompiers de Marseille. Moi, étant du Sud, ça a été les marins-pompiers de Marseille. Donc, j'ai fait les tests pour rentrer dedans. Première fois, je rate les tests au niveau de la psychologue. Donc, entre-temps, j'étais maçon. Donc, j'ai arrêté l'école au bac puisque je savais que je voulais faire pompier. J'ai commencé la maçonnerie. J'ai fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de maçonnerie, le temps de repasser ensuite les tests. Parce que ce qui se passe, c'est que tu fais les tests et 6 mois après, si tu rates, tu dois reprendre, mais 6 mois après, 6 mois plus tard. Donc, j'ai raté la première fois avec ce psychologue-là et j'ai dû repasser 6 mois plus tard. Donc, entre-temps, j'ai continué la maçonnerie et après, je suis rentré du coup au bataillon, donc au pompier de Marseille. Donc, ça se passe, on fait nos classes. Après, on a un classement, on choisit notre caserne. Après, on rentre en compagnie et du coup, mon parcours plus ou moins gros, donc c'était ça. Avant tout ça, j'étais pompier de métier et puis voilà. Et déjà du sport à fond, je faisais de la force athlétique et voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas passé le premier test au niveau du psychologue? Trop jeune, donc c'est de 18 à 25 ans. Et moi, je rentrais, j'avais à peine 18 ans. Elle a regardé mes bulletins scolaires, elle m'a dit non, mais je pense que ça va pas passer parce que en gros, vous foutiez n'importe quoi à l'école, vous foutiez rien. Et du coup, ça a pas trop fait la première fois. Et au final, je me suis dit, non, mais dans tous les cas, ça va passer, je vais retenter. Et j'ai retenté et c'est passé la deuxième fois du coup. Ok. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à devenir marin-pompier? Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier? C'est l'adrénaline sur les feux. Donc, on dit souvent, les pompiers, on fait beaucoup de secours à victimes. Donc, 80% de nos interventions, c'est du secours à victimes. Mais réellement, ce qui nous plaît dans ce métier-là, c'est le feu, l'adrénaline, tout ça. Donc, moi, à la base, ce qui me plaisait, c'est que je voulais un métier qui bougeait, faire du sport. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vu les pompiers. Et après, en rentrant dedans, en fait, j'ai vu que je kiffais ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Comment ça se passe un petit peu la formation de marin-pompier? Est-ce que tu peux nous faire un peu vivre l'intensité de cette formation? Parce que je pense que ça ne devrait pas être du classique comme un simple, entre guillemets, pompier volontaire. Là, c'est vraiment pro et en plus l'armée. Donc, ça doit être un petit peu différent à mon avis. C'est ça. Donc, en fait, pour faire un gros, déjà, chez les pompiers, il y a les pompiers volontaires qui ont un travail à côté et qui font ça sur leur temps libre. Ensuite, tu as les pompiers professionnels, donc fonctionnaires, qui, eux, sont pompiers pro, mais fonctionnaires et qui suivent, sont pas militaires. Et tu as nous, à Marseille ou Paris, qui sommes militaires. Donc, la formation, c'est pas du tout la même pour les 3 types de pompiers, on va dire. Enfin, ces 3 corps-là, c'est une formation qui est différente. Nous, à Marseille, donc déjà, on est militaires. Donc, on fait déjà, si je me rappelle bien, 6 semaines de classe complètement militaire. Donc, c'est apprendre à tirer au FAMAS, apprendre les grades, à marcher au pas,
Donc, nous, au Marins-Pompiers de Marseille, on est dans la Marine nationale. Donc, c'est des classes, on va 6 semaines à Saint-Mandrier, à côté de Toulon. Et on fait les classes Marine nationale. Donc, on est avec d'autres corps de métier. Donc, il y a plein de métiers de la Marine nationale. Et donc, voilà, là, on apprend vraiment les bases de l'armée. Et après ces 6 semaines-là, on part 13 semaines à Marseille. Donc là, maintenant, c'est la formation de spécialité. Donc là, on apprend le métier de pompier. Et c'est là qu'ils nous réveillent la nuit, qu'ils nous font bien ramasser. Mais au moins, ça nous apprend le métier et c'est plutôt pas mal après si on aime ça. Mais du coup, voilà, c'est séparé entre les classes marines militaires que les pompiers fonctionnaires pro n'ont pas du tout, puisque c'est pas des militaires. Et après, les classes de spécialité, donc le Marin-Pompier de Marseille, où on apprend le métier de pompier. En arrivant à Saint-Mandrier, je suppose que tu as dû raser cette belle barbe. Ah oui. Bon, du coup, voilà, nous, chez les Marins-Pompiers de Marseille, on n'a pas le droit à la barbe. J'avais la moustache à la fin, mais c'était pas de barbe. Et au début, c'est rasé à blanc, les cheveux, c'est court. Et après, petit à petit, on peut laisser la moustache, mais pas plus, quoi. Dans tous les cas, c'est rasé à blanc et voilà. Et les cheveux, c'est pas trop long, quoi. C'est l'armée, quoi. Je suis passé à Saint-Mandrier et je me souviens de ce premier jour où j'ai dû raser la barbe. C'est quand même une épreuve. Ah oui. Ouais. Bon, après, je suis rentré à fin 18 ans. Donc, au final, j'avais pas la barbe que j'avais là aujourd'hui. J'avais 3 poils, quoi. Donc, au final, ça allait. Pas trop de déception, ça va. Non, ouais, ça allait. Est-ce qu'il y avait déjà une place importante du sport dans ta vie à ce moment-là ? Alors oui, déjà par ce métier-là, on est obligé de se maintenir physiquement. C'est primordial parce que si on n'arrive pas à porter des tuyaux, si on n'arrive pas à, rien que des fois il y a des immeubles de 15 étages qu'il faut porter quelqu'un sur une chaise et qu'on n'arrive pas à la porter parce qu'on manque de muscles. Tout ça, en fait, on nuit à l'intervention. Donc à cause de notre niveau sportif qui est bas, on va nuire à l'intervention, ce qui est pas normal, quoi. Donc déjà, niveau sportif, c'est très très important. Et après, donc moi, je fais de la force athlétique. Donc plus jeune, je fais du football, du foot. Après, j'ai arrêté le foot quand je suis rentré à l'armée et je me suis mis au début à la muscu comme tout le monde et j'ai découvert la force athlétique et j'ai plutôt bien aimé ce sport et du coup, je faisais ça en compétition et après à côté, je courais, je faisais un peu de natation, un peu de tout, mais loisir, quoi. Il y a que la force athlétique que je fais dans la compétition. Mais voilà, je faisais quand même énormément de sport. C'était obligé pour se maintenir et pour pas nuire aux interventions, en fait. Tu peux déjà nous donner peut-être tes perfs que tu avais avant, quand tu étais compétiteur, pour qu'on puisse faire une petite... Donc, au bench, j'étais à 130, au développé couché. Au squat, j'étais à 185 et au soulevé de terre, j'étais à 200. Donc, j'avais un poids de corps en moins de 66 kg juste dans la catégorie. On va venir du coup sur le 30 juin 2024, le jour où tout a basculé, je pense, pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Alors, ce qui se passe, c'est donc j'étais de garde à Marseille. Donc le jour d'avant, j'ai été à l'échelle, donc à la grande échelle. Donc ça, c'est pas un engin qui sort beaucoup, donc j'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi heureusement. Et le matin, je prends un café avec les collègues, je rigole avec eux, tout ça, bref. Et je vais pour rentrer chez moi, donc je prends la moto, j'étais en moto. Et je faisais les allers-retours. J'habitais à 1 heure de Marseille. Du coup, je faisais des allers-retours souvent en covoituré. Mais là, le collègue, il était avec son covoituré d'habitude, il était en vacances. Du coup, là, j'ai pris la moto. J'ai dit, du coup, voilà. Je pars de la caserne et du coup, sur l'autoroute, au niveau de Salon de Provence, donc à mi-chemin à peu près, je vois un bus qui me fait un appel de phare. Donc, c'était un dimanche matin, il était 8h15. Je vois un bus qui me fait un appel de phare, je bug un peu. Et du coup, je baisse la tête, je pense un contrôle de police. Je regarde, je suis à 130. J'avais le téléphone en quad-lock, pas de contrôle de police. Et là, je relève la tête, je vois une voiture en face de moi. Donc en fait, le bus, il signalait pour la voiture en contresens. Une voiture en face de moi, j'ai juste le temps de faire un écart qui me sauve la vie. Et du coup, j'ai le pied qui tape la voiture et qui entraîne la jambe entière, quoi. Et du coup, il y a fracture du fémur, tous les ligaments, des fractures ouvertes, de la rotule, fracture ouverte du tibia, un beau bordel.
Et du coup, je perds ma jambe à la suite de ça, puisqu'il manquait les orteils, il y avait le pied, mais pas grand-chose, quoi. Et après, j'ai eu par chance que ça. Donc, j'ai pas tapé la tête. Le dos, pareil. J'étais équipé, donc au final, j'ai rien eu d'autre, pas eu de plaie ou quoi. Et après, la suite qui vient, les pompiers, les gens qui appellent, les pompiers. Et après, je suis héliporté à l'hôpital Nord de Marseille et je fais mon passage à l'hôpital. Tu as confié que ta première pensée a été pour ton métier. Qu'est-ce que tu as vraiment ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as eu de la peur, de la colère, du vide? Alors, à ce moment, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me sens, je vois la voiture, je fais un écart, là, petit moment de trou, et je me retrouve éjecté à 100 mètres. Donc, j'étais voie de gauche, donc j'étais sur la voie de l'accélération, du coup, et je me retrouve au niveau de la bande d'arrêt d'urgence, 100 mètres de l'autre côté. Et du coup, en fait, j'essaye de me lever, j'y arrive pas, mais pas de douleur à ce moment-là. J'essaye de me lever, j'y arrive pas. J'enlève mon casque, le réflexe, pour prendre de l'air. Et là, je baisse la tête, donc je vois l'état de ma jambe, tout ça. Et là, donc, c'est là que vient ma première pensée. Je pense même pas à la mort, alors que, il y avait du sang partout. Je vais prendre une voiture à 130 sur l'autoroute. Mais je pense, voilà, à mon boulot, aux pompiers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, au début, les pompiers, c'était pas sans plus, quoi. Et quand après, petit à petit, c'est devenu vraiment une passion. J'ai kiffé faire ça et je voyais ma vie dans ça, en fait. Et là, je pense aux pompiers, j'ai dit, putain, en fait, là, je prendrai plus jamais d'engin, je prendrai plus jamais de camion. Ça a été la première pensée que j'ai eue. Donc, alors que bon, je pourrais penser à ma famille et tout. Et maintenant, je me dis, putain, mais c'est quoi de penser ça? C'est qu'un boulot, en fait, au final, on s'en fout. Mais en fait, ça prend tellement une place importante dans ma vie, ça prend tellement une place importante que c'est la première chose que tu penses, alors qu'il y a plein d'autres choses à penser. Maintenant, tu t'en rends compte, quoi. Mais inconsciemment, voilà. Ouais, c'est sûr, mais bon. C'est sur le moment, c'était ça. Voilà, Comme c'est tu ça. dis, si c'est une passion, après, voilà. Hein. Et j'ai même pas pensé à la mort. Pour moi, j'allais pas mourir. Donc, Tu savais que tu avais une bonne étoile. ouais, là, ouais, pour le coup, j'ai eu franchement une bonne étoile. Donc, j'ai pas tapé la glissière, alors j'ai fini à côté. Enfin, j'ai eu plutôt une bonne chance. Et ouais, j'ai même pas pensé à la mort. Et bon, après coup, au début, j'ai pensé aux pompiers. Après, petit à petit, je suis resté conscient. Et je voyais le sang s'écouler, je me sentais partir, l'hémorragie qui arrivait et tout. Donc, je me sentais partir plus d'une fois. Et là, par contre, je luttais contre l'inconscience pour pas mourir, en fait. Donc, après coup, oui, j'ai pensé. Et ce docteur civil qui s'est arrêté, tu sais aujourd'hui qui il est et est-ce que vous avez pu reparler depuis ce jour-là? Alors, pareil, quand on parlait de Bonne Étoile, voilà, ça en fait partie. Ce docteur civil, donc, qui avait de la famille à Marseille, et qui venait rarement sur Marseille et qui habitait dans le nord de la France. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que 4 jours après, quand j'étais en réa, il y a la police, les gendarmes qui viennent me voir et tout. Et je leur demande, ils me demandent si je veux le numéro du docteur qui m'a fait un point de compression fémorale, donc qui a limité l'hémorragie, donc qui m'a sauvé la vie. Hein. Parce que les chirurgiens, ils m'ont dit, 2 jours après, ils m'ont dit, tu aurais dû mourir avec l'hémorragie que tu as eue. Heureusement que tu étais jeune et en bonne santé parce que tu aurais dû y passer. Et ce doc-là, du coup, en faisant le point de compression, il m'a sauvé la vie. Du coup, les gendarmes, ils me disent, est-ce que tu veux son numéro? Je dis, oui, bien sûr. Et j'ai repris contact avec lui. On s'est pas revu, mais si de temps en temps, on s'envoie des messages pour les avancer, tout ça. Et du coup, ouais, j'ai pu discuter avec lui un peu. Je le remercie surtout. Ah bah, tu m'étonnes. Comment s'est passé un petit peu le diagnostic, la prise de conscience des conséquences de l'accident? Alors, c'est du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis héliporté à Nord et ils font tout ça et tout. Et je me réveille un jour après, là. Et du coup, je savais, en fait, sur l'accident, je savais qu'ils allaient me couper la jambe. Enfin, j'ai vu l'état de ma jambe, j'ai vu ce qu'il y avait au milieu et tout. Je savais qu'ils allaient me couper la jambe. Donc, quand je me réveille, en fait, je sens rien. Et il y avait ma mère à côté. Je dis, ils m'ont coupé la jambe. Et je demande à ma mère s'ils m'ont coupé la jambe. Et ma mère, elle me dit oui. Mais en fait, je savais plus ou moins que ça allait se passer. Donc, j'ai pas eu de réaction plus que ça, en fait. Et je pense aussi, on est tellement à l'armée et aux pompiers, on voit tellement de trucs et tout. Donc, en fait, on est préparé plus ou moins à encaisser des choses. Surtout à l'armée, on t'en fait voir au début un peu de toutes les couleurs. Donc, en fait, t'es préparé à encaisser.
Et c'est ce qui m'a sauvé la vie aussi. Donc, en fait, j'ai encaissé et c'est plutôt bien passé. Tu le savais un petit peu de par ton métier que c'était la suite, l'amputation par rapport à ton accident, Oui, ou voilà. c'était juste un peu logique? C'était logique et je savais que ça allait être la suite, quoi. Après, voilà, ça allait être logique. Il y avait le mollet qui était au milieu, enfin, qui était en dehors. Il y avait un peu tout. Le pied, je le voyais pas. C'était coupé au bout. Donc, en fait, c'était la suite logique, quoi. On parle souvent d'une phase un peu sombre après un accident. Comment toi, tu as vécu ces semaines ou ces mois de transition? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, j'ai été un mois en réa. Donc, pas un mois plein, j'ai fait 2 semaines de réa. Et après, je suis parti en service ortho. Et là, pour l'instant, tout allait bien au début. Enfin, tout allait bien. J'avais mal, quoi. Je dormais pas de la nuit, mais, par rapport à ces fractures, à tout ça. Mais ça allait encore, pas trop plus de douleur que ça. 2 semaines après, il m'envoie en service ortho. 2 jours après, une fièvre à 41, enfin, plus bouger de partout, des douleurs énormes. Et donc là, en fait, c'était l'infection qui s'est déclarée, qui m'a été le plus compliqué, je pense. Et là, quand il y a eu l'infection, j'ai eu un coup de mou parce que en fait, c'était une infection qui touchait l'os, donc une ostéite. Et les chirurgiens ils m'ont dit direct, quand c'est dans les plaies, dans la chair, ça va, il y a pas de problème. Les antibiotiques, il y a pas de problème. Quand c'est dans l'os, ça remonte et ça risque en fait de tout bousiller. Et les antibiotiques, ils ont du mal à aller dans l'os. Donc, en gros, ils m'ont expliqué ça. Et en gros, ils m'ont dit, on va couper au-dessus du genou. Alors, ça a été ce qu'ils m'ont dit direct. Ils m'ont dit, là, on va sûrement couper au-dessus du genou. Donc là, en fait, à la base, on t'a coupé la jambe, c'est comme ça, c'est fait, et tu vas encaisser. Mais là, quand on te dit, en fait, tu vas perdre le genou, c'est plus la même rééducation, enfin. Et à ce moment-là, tu t'accroches à ce que t'as, quoi. Et donc là, j'ai eu un petit coup de mou, ouais, parce qu'en plus, la douleur, ça aide pas. Franchement, la douleur, c'est ce qui te fait sombrer aussi. Donc, un petit coup de mou, mais après, il y a eu tout mon entourage qui a été là, tout ça. Enfin, j'ai été très bien entouré. Et au final, ils ont pas coupé. Antibio, tout ça. Ils ont pas coupé. Et après, c'est le seul coup de mou, on va dire, que j'ai eu dans toute cette phase-là. Sinon, vraiment, j'ai pas eu de dépression parce que j'ai direct retrouvé un but, un objectif. Simple, arrivé au centre de rééducation, donc 2 mois après. J'arrive au centre de rééducation. Je sortais l'après-midi du centre de rééducation pour aller à un Basic Fit, qui était à côté, juste pour pouvoir reprendre l'entraînement puisque j'en pouvais plus, en fait. Et je voulais direct reprendre et juste dans mon lit d'hôpital, je savais que je disais là je souffre mais ça va passer. À l'armée, c'est ce qu'on t'apprend. Dans tous les moments durs ont une fin. En vrai, et quand on regarde dans la vie, tous les moments durs ont une fin, qu'ils soient longs ou courts, mais ils ont tous une fin, comme les bons moments. Et là, c'était un moment dur à passer. Il allait avoir une fin et voilà. Maintenant, la fin est passée. Et c'est ce qu'il faut se dire. En fait, c'est ce que je me disais dans mon lit d'hôpital. Là, c'est dur, ça fait mal, mais ça va passer. Il y a tout qui a une fin dans la vie. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de rebondir très vite et d'avoir des objectifs. Et voilà. Tu dis que tu as bien été entouré. Je pense que tu parles peut-être de famille, amis, ou même tes collègues de la caserne. Est-ce que tu veux glisser un petit mot pour certaines personnes qui t'ont soutenu? Déjà, ma famille, vous avez été top. C'est ma famille, quoi. Après, il y a aussi, donc on parlait de l'armée, que c'était dur au début et tout, mais il y a un truc que j'ai jamais connu ailleurs, c'est les collègues de l'armée. Donc les mecs en caserne avec qui je bossais. Si je pense que j'aurais pas été au bataillon, j'aurais pas vécu l'accident pareil. C'est simple, les mecs ils transportaient à l'hôpital et j'avais tout le temps des mecs qui venaient me voir, qui venaient avec moi dans ma chambre. Des fois, on se retrouvait, on était 10-12 dans la chambre. Les infirmières, elles disaient, putain, on n'a jamais vu ça. Il y avait 10 mecs en pompier dans ma chambre, on rigolait. Le soir, ils me ramenaient. J'ai jamais mangé le plat de l'hôpital. Ils me ramenaient, je leur disais, ouais, les gars, ramenez-moi tacos, j'ai trop faim. C'est dégueulasse à l'hôpital. Ils venaient, ils me ramenaient tacos, on mangeait tous ensemble. Et même encore aujourd'hui, maintenant, l'accident, ça fait 1 an. Donc, ça fait 1 an que j'ai quitté le bataillon. Et les mecs, je les vois encore. C'est vraiment des collègues devenus proches. Et bien sûr, il y en a, on a perdu contact, on travaille plus ensemble, mais on va dire le groupe qu'on était vraiment, on était un petit groupe là, mon équipe de garde et plus un petit groupe en plus, on se voit toujours encore aujourd'hui et ça a été incroyable, heureusement que c'était là. Et CCM, je pense que j'aurais été sans dénigrer d'autres métiers, mais je sais pas, banquier ou un métier comme ça, j'aurais pas eu ça serait passé complètement différemment. Ou caissier, ou je sais pas.
Là, le fait d'être pompier, d'être à l'armée, vraiment, il y a une cohésion qui se forme. Et enfin, moi, ça a été des mecs de caserne. Donc, on va dire, ça a été incroyable. C'est heureusement que c'était là. De toute façon, on a toujours entendu qu'à l'armée, c'est quand même une très très grosse cohésion d'équipe et que c'est quelque chose que tu retrouves pas dans le civil, on va dire. Non, moi, je l'ai jamais connu dans le civil. Alors que, par exemple, je suis pompier volontaire à côté aussi. Donc, et la cohésion qu'il y a à l'armée, alors qu'on fait le même métier, on est pompier, hein, mais il y a une cohésion qu'il y a en plus qu'il y a nulle part ailleurs. Et j'ai vécu des trucs que je revivrai, je sais jamais, mais bon, c'est des trucs. L'armée, c'est unique. Enfin, sur ça, c'est unique. Et tu as décidé aussi de te lancer donc sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a aidé un petit peu psychologiquement? C'était un exitoire ou carrément une mission un petit peu de partager ce qui t'était arrivé? Alors, en fait, à la base, les réseaux, bon, moi, j'étais comme tout le monde, j'avais les réseaux, mais j'avais pas de photos, j'avais les collègues, et puis voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en me mettant dans le sport, on va dire, individuel, et réellement, au jour d'aujourd'hui, dans le sport individuel, tu as besoin des réseaux pour avoir des sponsors, pour pouvoir te payer les trajets pour aller, je sais pas où, à tes compétitions et tout. Donc, en fait, je savais que plus ou moins un jour ou l'autre, si j'arrivais dans le sport, j'allais avoir besoin de ces réseaux. Donc, j'ai dit, pourquoi pas commencer maintenant? Et en plus de ça, en fait, si ça peut servir à d'autres personnes. Et au final, je reçois plein de messages de gens qui sont dans des cas comme moi des fois et qui sont vraiment au bout du gouffre. Et en fait, ça leur redonne motivation et tout ça. Donc ça, en fait, ça fait aussi plaisir quoi, de recevoir des messages de gens qui disent putain, mais en fait, j'aurais voulu connaître ton compte, te connaître, voir tes vidéos avant. Donc ça fait plaisir. C'est aussi en fait en plus. À base, c'est vraiment pour le sport que je me suis mis dans les réseaux. Et aujourd'hui, je reste sur le sport. Hein, je m'étale pas sur les réseaux puisque j'aime pas non plus être ma vie privée et tout. C'est vraiment le sport et mon avancée en tant qu'amputé dans le sport. Mais voilà, ça permet aussi à des gens de voir qu'on peut se relever quoi. Ouais, parce qu'en plus, on trouve rien de toi vraiment d'avant ton accident. Il y avait rien. Photo. Il y avait rien avant mon accident. Il y avait rien parce que j'avais les réseaux, mais comme tout le monde en fait, comme beaucoup de monde, j'avais pas de photos. C'est vraiment là, je me suis dit, en fait, des fois on voit sur les réseaux, désolé pour le mot, mais on voit des conneries. Et là, je me suis dit, au final, pourquoi je pourrais pas mettre sur les réseaux ce qui s'est passé, mon avancée et tout. En plus, ça peut servir, ça peut aider des gens. Donc, en fait, au lieu de voir des fois des conneries sur les réseaux, autant mettre un truc un peu intéressant. Et au final, ça marche bien et ça peut servir à des gens. Ouais, c'est clair. J'avais aussi vu que le procès est déjà passé ou pas pour ton accident? Il y a eu le pénal qui a été passé. Mais par contre, tout ce qui est dédommagement et tout ça, c'est pas encore passé. Et ça en a encore pour 5-10 ans. Ça va être très long tout ça. Ouais, parce que du coup, au niveau des protèges, j'ai vu que, par exemple, parce que tu es équipé de plusieurs accessoires. Au niveau de la lame de course, c'est toujours un prêt de la part de. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, il me semble. C'est ça. Là, j'ai une lame. Donc c'est chez Autoboc. Donc, je vais sûrement partir sur cette lame-là. Et donc voilà, pour l'instant, je l'ai pas encore payé. C'est un prêt du prothésiste. Et après, une fois que je suis décidé à choisir la prothèse, la lame de course que je veux, je passe à l'achat. Mais du coup, voilà, tout ce qui est donc prothèse de marche. Donc avec une prothèse de marche, on peut trottiner, mais c'est très difficile. Surtout que moi, avec le fémur cassé, j'ai des plaques et tout, donc je sens direct les impacts avec une prothèse de marche. Et la sécurité sociale rembourse que la prothèse de marche. Donc tout ce qui est lame de course, tous ces trucs-là, en fait, ça sera pas remboursé par la Sécu. C'est pour ta pomme, en fait. Ouais, c'est tout ce qui est fait pour le sport et te remettre vraiment dans une vie active. Voilà, la Sécu ne prend pas en charge, ce qui est bien dommage. Ils estiment là, c'est en train de changer petit à petit. Ils sont en train de voir, j'ai vu, de rembourser, je sais pas combien de pourcents, les prothèses de course. Donc c'est très bien. Mais voilà, avant ça, c'était déjà si un handicapé il arrive à marcher, c'est bon, il a pas besoin de plus. De toute façon, c'est déjà très bien quoi. Sauf que en fait, c'est simple, hein, quand on devient handicapé,
on a une porte de sortie. Et cette porte de sortie, une grosse porte de sortie, c'est le sport. Le monde professionnel, il se ferme plus ou moins. Hein. Moi, chez les pompiers, ça s'est fermé opérationnellement. Pas parce que je suis capable de faire, parce qu'au final, vu que je m'entretiens physiquement, je pourrais très bien prendre des engins, mais parce que je coche la case handicapé. Et donc, cette case-là, elle ferme des portes professionnellement. On peut plus faire policier, on peut plus on va finir dans un bureau, quoi. Donc, les gens qui sont pas trop dans le bureau, comme moi, l'école, ça me plaisait pas et les bureaux, ça me plaît pas, j'ai le sport. Donc, on va dire, c'est la grosse porte de sortie en tant que, quand on devient handicapé, c'est le sport, quoi. Donc 3 mois après l'accident, donc tu reprends la muscu chez Basic Fit pour les citer. Comment on vit un peu une première séance avec un corps qu'on redécouvre? C'était compliqué. Donc c'est simple, ma toute première séance, donc je faisais du bench, j'arrivais à des perfs à 130 kilos avant l'accident. Donc j'avais perdu 15 kilos. J'avais fait 1 mois alité du coup. Donc 1 mois sans bouger dans le lit de réa. Après j'avais fait 1 mois au service infection. Après, j'ai eu 6 mois d'antibiotiques en tout. Au début, j'ai mis très longtemps à être appareillé parce que ce qui s'est passé, c'est que il y avait l'infection. Tant qu'il y avait l'infection, pas d'appareillage. Donc, j'ai mis très longtemps à être appareillé. 6 mois après l'accident ou 7 mois après l'accident, j'ai commencé à avoir ma première prothèse. Donc, je faisais tout en béquille. Et du coup, bref, je vais à cette salle-là et je fais du développé couché. Et c'est simple. La barre, j'avais mis, je crois, 30 kilos. Et j'en fais une. Et la deuxième, elle reste là. Elle m'écrasait pas, en fait. Mais à 30 kilos, j'arrivais plus à relever. Les muscles, ils étaient endormis. Et là, je me dis, putain, mais en fait, j'ai tout perdu. Là, j'ai tout perdu. Et au début, ça fait un coup mental, puisque, putain, on s'entraînait tout le temps. Enfin, je m'entraînais tout le temps pour avoir des perfs et tout. Et là, en 2 mois, j'ai tout perdu. Et après, il a fallu se réentraîner, petit à petit remonter. C'était long. Mais après, voilà, Et après, une fois que j'ai arrêté les antibiotiques aussi, ça a été un peu mieux, quoi. Comment tu as combattu l'infection et du fait que tu aies pu garder donc ton genou? Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour faire simple, au début, ils cherchent les bons antibiotiques pour combattre le virus. Ils ont mis du temps à trouver parce que à l'os, c'est très compliqué. Ils ont recoupé. J'ai eu pendant mon mois de réa et un peu après, j'ai eu 4 opérations. En fait, à chaque fois, ils recoupaient l'os parce que l'os, il nécrosait, donc il pourrissait par l'infection. Et du coup, ils recoupaient à chaque fois. Donc, ils m'endormaient, ils coupaient l'os. Donc là, des douleurs énormes. Ils m'avaient fait un plastique de tulle rigide qui traversait le moignon et qui faisait drain. Donc pareil, ça a des douleurs énormes puisque le plastique de tulle, le moignon, il a été ouvert pendant 2 mois, donc à chair à vif, parce qu'ils ne voulaient pas le refermer parce que en fait, à chaque fois, ils rouvraient pour recouper, donc s'ils n'avaient pas refermé, ils laissaient chair à vif. Et ce qui s'est passé, c'est que ce plastique-là, il était recollé contre la chair à vif avec le pansement, c'était enveloppé. Et à moindre chaque mouvement, je sais pas, t'as déjà eu une brûlure, dès que tu touches un peu la brûlure, ça brûle, ça fait. Là, c'était le plastique qui, dès que je bougeais, il touchait la chair à vif. Enfin, c'était donc il y a eu tout ça là par rapport à l'infection. En fait, ce qui m'a causé le plus de douleur, c'était l'infection. L'amputation, ça m'a pas fait plus mal que ça en fait. C'est ce qui me faisait les douleurs, c'était les opérations où ils coupaient l'os, l'infection, ce plastique-là avec la chair à vif. Ça a été vraiment cette infection. Hein. Ça a tout. Ça a rendu, on va dire, tout ça beaucoup plus difficile que si ça aurait été qu'une amputation, en fait, tout simplement. Donc, il y a eu les antibiotiques et après, tu me disais déjà? Ouais, comment vraiment tu avais combattu l'infection? Donc les antibiotiques ont suffi, ils ont réussi à trouver les bons. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu tous ces plastiques-là, enfin ce drain, les antibiotiques qui ont duré jusqu'en novembre. Donc j'ai eu l'accident le 30 juin, ça a duré, je crois, jusqu'en novembre. Un peu avant décembre. Et après, voilà, ça a été, ils ont trouvé les bons antibiotiques. Donc, j'avais 3 antibiotiques qu'il fallait. Et puis, voilà. Et petit à petit, c'est passé. Ils nous font une prise de sang. Je faisais une prise de sang toutes les semaines pour voir à combien j'étais. Et après, c'est passé. Quand tu as repris le sport, est-ce que tu t'es tout de suite mis en mode objectif compète ou c'est venu un petit peu plus tard? Au début, non, puisque voyant mes perfs, je me disais, je vais pas faire grand-chose là. Après, c'est revenu très vite en fait. C'est simple, c'est par les réseaux. J'ai vu quelques mecs qui avaient fait les JO, les Jeux et tout, et je me disais putain. Mais en fait, maintenant j'ai perdu les pompiers, mais
je vais retrouver toute cette adrénaline, tout ce que je kiffais chez les pompiers, je vais le retrouver dans le sport. Et ça passe par la compétition. J'ai toujours été un compétiteur depuis le début. Je voulais toujours être le meilleur, même avant ça. C'est vraiment ma mentalité, j'ai toujours voulu être le meilleur. C'est du bien et ça a du négatif aussi, puisque on n'est jamais content de soi, on peut tout le temps faire mieux et on n'est jamais satisfait, on va dire. Mais voilà, du coup, très vite après, j'ai voulu repartir dans la performance, puisqu'en fait, le sport en loisir, ça me plaît pas plus que ça. Moi, ce que j'aime, c'est la compétition, c'est gagner. J'aime j'aime le sport en compétition. Donc voilà, très vite, pour reprendre un peu des sensations et tout, j'ai repensé à la compétition. Le sport t'a aidé mentalement, tu le dis assez souvent. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça t'a vraiment apporté dans ta reconstruction psychologique? Déjà, en fait, de se dire qu'au final, on n'est pas plus handicapé qu'une personne. Oui, on a une carte handicapée, oui, on est handicapé. Mais en fait, quand je me vois dans la rue et quand je vois des gens qui font un certain poids, qui se maintiennent pas, qui se laissent aller et qui galèrent à marcher, qui ont des problèmes de dos, je me dis au final, moi oui, il me manque une jambe, mais en me maintenant un petit peu, j'arrive à être comme tout le monde. Donc déjà de se dire qu'en fait on n'est pas si différent que ça, hein, on est comme tout le monde et qu'on peut faire plein de choses comme tout le monde, même si la société nous bride un peu. On peut dire par rapport au monde professionnel, nous bride un peu, mais au final. Et après, le sport, ça libère des endorphines, ouais. Je crois que c'est des endorphines. Donc l'hormone du plaisir. Et réellement, c'est simple. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas eu le temps de penser à la dépression. En fait, par le sport et mes entraînements réguliers, je me lève le matin, j'ai une routine comme avant, quoi, en fait, hein, puisque ce qui est compliqué dans un accident comme ça, un gros truc comme ça, c'est pas tant l'hôpital que ça. Les gens, ils partent en dépression, souvent, comme il a expliqué le prothésiste, et en parlant un peu avec les gens. C'est le après-coup. Donc, parce qu'à l'hôpital, il y a souvent du monde pour toi. Il y a tout le monde qui est là. T'as l'hôpital, t'as tout le temps des infirmières. Donc oui, tu souffres de douleur, mais mentalement, tu penses à ta douleur. Et c'est le après, quand tu rentres chez toi, que tout ça, plus ou moins, c'est fini. Et là, en fait, t'as plus d'objectif. Donc, si j'aurais pas trouvé le sport, je me lèverais le matin à 11h du matin. Je me coucherais à 1h du matin. Je ferais rien de mes journées. En fait, j'aurais pas de rythme, en fait, journalier, quoi. C'est comme on dit, oui, on adore les vacances. Oui, en fait, on aime les vacances, mais parce qu'à côté, on travaille. Donc, quand on est tout le temps en vacances, en fait, on prend plus de plaisir à être en vacances. Et c'est ça, donc, qui a fait que je suis pas parti surtout en dépression et tout ça. C'est que j'ai gardé un rythme de vie cadré. Le matin, je me lève à 7h, je prends mon petit déj, je vais dans la première séance de sport, je vois les collègues à la caserne quand je vais au sport, je parle un peu avec eux. Toujours le social aussi, parce que c'est ça aussi, hein. Quand on reste chez soi, on n'a plus le côté social et c'est très important. C'est pour ça que il faut garder ce côté-là. Et c'est le travail, ça, hein. C'est vrai que le social, on le voit souvent dans le boulot, hein, réellement. Donc ça, je rentre chez moi à midi, je mange, j'essaye de caler une petite sieste de 30 minutes. Et après, je repars pour mes 2 séances. Souvent, je promenais mon chien, voilà, avec la canicule, je le promène le soir à 20h, mais du coup, je vais m'entraîner plus tôt. Je fais mes 2 séances de l'après-midi. Et après, je rentre chez moi, il est 20h, quoi. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de penser de me lamenter sur mon sort et de penser à l'accident, à ce qui s'est passé et tout ça. Et en plus de ça, ça libère des endorphines. Donc, quand je fais la séance, j'ai pas envie. Enfin, je souffre. Avant la séance, j'ai pas envie. Quand je fais la séance, je souffre. Mais après la séance, je suis content. Ce matin, je suis allé courir. Là, c'était une séance un peu fractionnée, assez compliquée. Et bon, quand je l'ai fait, je suis complètement débile de faire ça. Et après coup, du coup, j'étais content d'en faire et du coup, ma journée, elle a bien commencé, quoi. Et en maintenant comme ça un rythme de vie carré, il y a tout qui peut, ça peut mieux aller avec des objectifs. Et moi, les objectifs, c'est des compétitions. Ouais, c'est vraiment le fait d'avoir des objectifs, d'avoir un but dans la vie qui t'a fait vraiment tenir, toi. Ah c'est ça, complètement. Donc moi, je l'ai vu par la compétition, donc être meilleur aux compétitions. Il y a des gens, ça va être simplement en fait de se maintenir en forme. Leur objectif, c'est de se maintenir en forme. Il y a des gens, ça va être, je sais pas, je sais que j'ai des collègues à moi, donc sans père de famille, et en fait, ils me disent, mais moi, mon objectif, c'est
que quand mon enfant il sera un peu plus grand, je puisse courir avec lui et je sois pas à la traîne avec lui, ou pas pouvoir courir avec lui alors que lui il peut courir. On a tous chacun des objectifs et le tout en fait c'est de trouver ces objectifs-là. Et il y a pas un objectif qui est meilleur qu'un autre. C'est pas parce que il y en a un il dit il est champion de France ou quoi et que du coup il est un peu il est mieux qu'au final celui qui fait juste pour ça pour se maintenir en forme. Chaque objectif est différent, ils sont tous importants un peu. C'est juste faut en avoir. Oui, les objectifs, c'est totalement personnel, bien sûr. Tu dis que tu te sens en meilleure santé par rapport à certaines personnes que tu peux voir dans la rue? Meilleure santé, je sais pas, mais réellement, à part ma jambe, j'ai pas de problème de santé. Après, je suis jeune, hein, c'est sûr, mais j'essaie quand même de bien manger, de me maintenir. Et des fois, je vois des gens de mon âge, qui sont là et au final, ils ont pas l'air, alors qu'ils ont pas vraiment d'handicap ou quoi, mais ils ont pas l'air en meilleure santé. Après, je peux. Mais voilà, c'est de se maintenir, quoi. Est-ce qu'il y a un petit peu des jours où tu as envie de tout envoyer valser? Et si oui, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Franchement, ça m'est jamais trop arrivé. Si, un peu quand, du coup, la période où j'étais juste en béquille, genre j'ai fait les 5 mois, donc je suis rentré chez moi, j'étais en béquille, j'avais pas la prothèse. Et quand je voulais pas le fauteuil roulant parce que je me disais ouais, fauteuil roulant, tu sais quoi en fait de penser ça, mais je me disais non mais moi je veux pas le fauteuil roulant parce que ça fait trop handicapé. Donc je me restais comme un con en béquille alors que je me faisais chier au final. Aujourd'hui, il vaut mieux que je prenne le fauteuil roulant. Mais je voulais pas le fauteuil roulant, ça faisait pour moi trop handicapé. Et ouais, à ce moment-là, en fait, tu peux rien porter avec tes mains parce que tu as les béquilles. Sinon, tu fais à cloche-pied, mais tu vas faire des pannes, tu vas renverser l'eau. Donc ouais, là, ça t'es énervé. Mais bon, après, c'était juste peut-être ce moment-là où des fois, j'avais des énervements sur ça. Mais après, tu peux pas... C'est comme ça. Vous n'avez pas de truc spécial. Là. En juin 2025, donc de cette année, tu participes au championnat de France para-haltéro. Donc pile un an après l'accident, tu décroches une 3e place championnat de France avec une barre à 112,5 kg. Est-ce que tu as pensé quoi au moment où la barre elle monte? Du coup, au moment, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à cette compète-là, je fais une première barre à 105 qui passe bien pour me rentrer dans la compétition. Et après, je tente une deuxième barre, du coup, à 112,5. Donc, on a 3 barres, en fait. On a 3 barres, 3 essais. Deuxième barre qui est à 112,5. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je la rate. Je me positionne mal sur le banc. J'ai eu une mauvaise technique et du coup, je rate la barre. Et du coup, troisième barre, en fait, elle est encore plus appréciée puisqu'en fait, juste avant, je ratais cette même barre-là et au final, la réussir en troisième barre, elle est encore plus appréciée, quoi. Donc, j'étais content de l'avoir passé, quoi. Qu'est-ce que cette médaille représente un peu pour toi? C'est bon. Bien sûr, j'aurais voulu une meilleure médaille, hein, mais bon, c'est comme toujours. Mais déjà, elle représente qu'au final, même pas un an après tout ça, j'ai pu me relever. J'ai réussi par des objectifs. J'ai réussi l'objectif que je m'étais fixé. Donc ça aussi, c'est de temps en temps, faut savoir se dire que ok, on n'est jamais content de soi, mais là, on a quand même réussi un objectif qu'on s'était fixé. Donc, faut se satisfaire aussi de ce qu'on a fait. Donc, ça représente un peu tout ça, quoi. Le travail, parce qu'on voit juste la barre sur les réseaux. Au final, je mets un peu juste la barre en vidéo, mais il y a aussi tous les entraînements que j'ai fait quand j'avais pas envie, parce que j'ai pas tout le temps envie d'aller à l'entraînement. Même souvent, j'ai pas envie non plus d'aller à l'entraînement et de me mettre en train de vomir, à faire des courses et à vomir et tout ça, mais sauf qu'en fait, il faut passer par là pour gagner, quoi. Et du coup, ça représente un peu tout ça, tout ce travail effectué et d'avoir pu remonter, quoi. Oui, parce qu'un an après, avoir une barre à une quinzaine de kilos de ce que tu savais faire avant, c'est quand même énorme, quoi. Surtout qu'il n'y a pas les jambes. En mouvement handisport, on est complètement couché, en fait. On n'a pas les jambes et quand on fait du développé couché, donc pour ceux qui le font en compétition, donc un bon mouvement, une bonne technique, ils savent que les jambes, c'est très, très important dans le développé couché. On n'y pense pas, on pense que c'est que les pecs, mais les jambes, ça peut nous faire gagner bien 15-20 kilos, facilement.
Parce que là, du coup, tu ne sais pas ponter, quoi. Non, bah là, on peut pas ponter sans les jambes. Déjà, on peut pas ponter. On peut pas s'aider de l'appui des. Par exemple, quand une barre elle est longue à remonter, des fois on fait un transfert avec les jambes pour s'aider un peu de la force qui revient dans les jambes. Et là, au final, il y a pas de transfert qui est fait. Là, toute la force est dans les épaules. Et donc, on prend les triceps, surtout les épaules triceps. Donc, on prend tout dans les épaules triceps. Une barre longue, elle peut automatiquement moins durer longtemps qu'une barre avec les jambes, quoi. Parce qu'on fatigue plus vite vu qu'on n'a pas les jambes. Est-ce que tu peux nous parler de la communauté handisport? Est-ce que tu as fait de belles rencontres là-bas? Est-ce que c'est différent des compétitions que tu faisais avant en étant valide? Alors, ouais, j'ai vu une différence. Donc, par exemple, au championnat de France, j'ai vu les meilleurs Français qui ont fait les Jeux paralympiques et tout. Et en fait, c'est des gens qui sont, contrairement au sport valide, où les gens sont un peu moins ouverts, ou alors il faut vraiment que tu arrives au top niveau pour, je pense, discuter avec des gens. Mais là, dans l'handisport, en fait, tout le monde discute entre eux. Bon, ça reste du sport, il reste la compétition entre chaque individu, c'est le sport. Mais ils sont beaucoup plus ouverts et ils discutent avec toi comme si au final, tu étais comme eux, quoi. Donc en fait, c'est beaucoup plus ouvert. Tu vois moins de discrimination, entre guillemets, peut-être dans les compétitions handisport que le regard des gens peut-être dans la rue ou autre? Alors, du coup, dans les compétences d'e-sport, on a tous un handicap, donc au final, on n'y fait même pas gaffe, en fait. Moi, au début, par exemple, avant d'être amputé, je me disais, putain, en fait, si je finis en fauteuil roulant, je vais plus rien faire de ma vie et tout. Et j'ai rencontré des mecs en fauteuil roulant, et en fait, c'est complètement se tromper, parce que des mecs en fauteuil roulant qui sont en meilleure forme et bien meilleurs, 100 fois meilleurs que moi, surtout. En fait, ça les a privés de rien du tout. C'est juste que, et en fait, on peut faire plein de choses, même en fauteuil roulant. On se dit, putain, en fait, je finis en fauteuil roulant, je vais plus rien faire de ma vie, mais en fait, il faut des choses incroyables. Donc, j'ai appris ça, du coup, après, en rencontrant des gens, dans ce cas-là. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, quelle est un petit peu ta mission à travers les réseaux? Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre? Donc, déjà, c'est s'il y a des gens qui sont dans des pentes descendantes, qui sont dans des bad moods, des trucs comme ça, si ça peut les aider, bon, pas à se relever, parce que c'est pas moi qui vais les faire se relever, je suis personne pour faire relever des gens. Mais si ça peut les aider à voir qu'en fait, on peut se relever, que il y a des gens qui réussissent et tout ça, c'est déjà ça, c'est que du plus tout ça. Et après, il y a le sport aussi à côté pour réussir dans le sport. Il faut passer par cette étape-là, et en plus, c'est que ça peut servir, quoi. Donc voilà, sur les réseaux, c'est vraiment ça. Donc à la recherche de sponsors. C'est ça. Donc là, j'ai un premier avec Prozis, donc une marque de compléments alimentaires. Après, des fois, j'ai des demandes. Je cherche pas n'importe quel sponsor non plus. Le but, c'est quand même que je consomme ou qu'ils me servent et tout. Au final, ça sert à rien un peu sinon. Mais voilà, après, je suis en attente de voir. De toute façon, c'est pas les réseaux qui me font vivre, on va pas se mentir. Après, moi, à côté, je touche mon salaire fixe de l'armée. En soi, c'est pas les réseaux qui me font vivre. C'est vraiment du plus pour moi. Tu dis que l'accident, ce n'est pas la fin, mais c'est le début. Concrètement, qu'est-ce que tu as découvert de nouveau sur toi? Tu vois, par exemple, c'est comme je te disais, en fait, avec les fauteuils roulants, les personnes en fauteuil roulant ou quoi. En fait, j'ai découvert ce milieu-là que je connaissais pas. Donc, le milieu, en fait, on va dire des handicapés, quoi. En fait, il y a tout ça, j'ai découvert que il y avait plein de gens qui faisaient des trucs incroyables. Alors que, dans la rue, on va voir quelqu'un, moi, Sam, quand j'étais, même encore aujourd'hui, maintenant je m'en fous, mais les gens, ils me regardent comme si j'étais, comme si, encore maintenant différemment, mais quand j'avais pas repris, j'avais perdu 15 kilos, j'étais tout frêle, et j'avais la prothèse, ils regardent, un peu avec la curiosité, et au début, ça fait bizarre, puisque, au début, on n'a pas l'habitude de se faire regarder dans la rue, personne se fait regarder.
Et là, quand il y a tout le monde qui tourne la tête et tout, qui te regarde, des fois, même sans te regarder ton visage, ils te regardent direct la jambe. Pas bonjour, rien. Au début, ça fait bizarre. Après, bon, on s'habitue. Et, du coup, il y a le regard des gens. Mais voilà, après, on apprend à connaître un tout nouveau truc. Et maintenant, au final, comme on en parlait, des fois, les gens, ils me regardent et ils disent, putain, mais en fait, c'est plus, les gens, souvent, quand ils te regardent, c'est plus, en fait, ça, au début, tu penses que c'est parce tu penses que ils te regardent parce que t'es une bête de forme. En fait, non, souvent, les gens, ils ont de la peine pour toi, alors que, au final, je suis pas plus à plaindre qu'un autre. Et souvent, les gens, putain, il est jeune, il a perdu sa jambe, ou alors, en fait, il s'est relevé, le mec, il s'est déjà relevé et tout. Et souvent, là où il me regarde le plus, c'est quand je cours avec ma spatule dans la rue. Donc là, par contre, je sais déjà quand je mets ma jambe en short, il y a beaucoup de monde qui regarde. Alors quand je cours avec la spatule, voilà, tout le monde regarde dans la rue. Et au contraire, c'est pas un mauvais regard. C'est, putain, en fait, le mec, il est en train de courir. Moi, je cours pas parce que j'ai une petite ampoule et j'ai pas envie. Et lui, il est en train de courir. Et donc, ça redonne aussi un peu aux gens de se dire, putain, en fait, on peut tous faire plein de choses. Faut juste avoir envie. Est-ce que tu as maintenant des projets un petit peu à venir, sportifs par exemple? Ouais. Alors, là, prochaine date à venir, donc là, c'est la prépa Aerox. Donc, je fais l'Aerox à Rome le 26 septembre. Le but, c'est clairement de me qualifier pour les championnats du monde en adaptative, donc qui se feront à Stockholm. Donc, c'est pour ça que là, je m'entraîne assez dur pour ça. Donc voilà, la prochaine échéance sportive, c'est le 26 septembre à Rome pour me qualifier pour les championnats du monde en adaptative. Voilà, c'est le futur objectif. Je vise pas non plus une bonne place, je vise pas la première place en adaptative puisque ça sert à rien de se fixer non plus des objectifs qui sont beaucoup trop hauts. Mais déjà rien que me qualifier au championnat du monde, ça sera, si je réussis cet objectif, ça sera déjà un très gros objectif de réaliser. Et après ça, je vais reprendre là la saison off. Là, je fais de l'athlétisme aussi. Donc là, la saison, elle est en off. Et après, je vais reprendre. J'ai rentré dans l'équipe de France militaire d'athlétisme et tout ça. Donc là, j'ai une première semaine d'entraînement en Belgique en septembre où je pars avec l'équipe de France militaire s'entraîner une semaine. Et après voilà. Et après reprendre la force de mon côté aussi. Une fois que la saison va reprendre. T'as déjà vu un petit peu tes concurrents à l'Aerox? Oui. Alors il y a des Français, il y en a quelques-uns, mais j'ai surtout regardé celui du championnat du monde. Ce qui se passe, c'est qu'à l'Aerox, comme c'est nouveau, pour l'instant, en fait, on est tous classés donc en membres inférieurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une catégorie adaptative membre inférieur. Il y a autant des mecs qui sont amputés comme moi que des mecs qui ont une perte de force, qui ont les deux jambes mais qui ont une perte de force. Donc, en fait, ils ont regroupé tous les handicaps membres inférieurs. Donc, il y a des handicaps qui sont moins désavantagés que d'autres, hein, c'est sûr. Mais c'est parce que ça vient d'être créé. Et du coup, j'ai regardé un peu c'est par les réseaux. C'est beaucoup des Américains. La plupart, c'est des Américains, des Anglais. Et c'est simple. Celui avec qui j'ai parlé un peu, je crois que c'est un Américain ou un Anglais. Un Anglais, ouais. Et il était dans les forces spéciales anglaises. Tout ça, c'est souvent des mecs quand même qui ont un passé militaire. Surtout à l'aéros, qui est un sport, on va dire, un peu qui est assez dur. Alors quand on est amputé, la course à pied, c'est le pire sport. C'est celui qui fait le plus mal. Parce que on s'ouvre tout le temps en moignant, on a tout le temps des plaies sur moignant en fait, et on court sur des plaies. Mais voilà, du coup, c'est souvent des militaires à l'Aerox. Mes concurrents, c'est souvent des mecs de l'armée et des vétérans de guerre qui sont blessés. Tu as eu aussi de la chance de participer à un vol en hélicoptère pour le 14 juillet. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire un peu folle? Alors, ce qui se passe, donc, du coup, moi, c'est classé comme un accident en service puisque c'était le retour trajet. Donc, on a eu une invitation du chef d'état-major de la marine, comme quoi on était invité à faire le 14 juillet à bord d'un hélicoptère de la marine. Et du coup, donc voilà, on est monté le 13 juillet à Paris. Le 14 au matin, on va sur une base en périphérie, là, une base aérienne en périphérie de Paris. On est monté, on est resté en stand-by au-dessus d'un hippodrome pendant 45 minutes à peu près. Et après, c'est très court hein, sur les champs, ça dure 5 minutes, même pas.
le temps de passage sur les champs et après, ben voilà. Mais bon, c'est plutôt une bonne expérience puisqu'au final, j'avais jamais fait d'hélicoptère à part mon accident, mais sinon, j'avais jamais fait d'hélicoptère. Donc, c'est plutôt une bonne expérience. Et pour un militaire, faire le 14 juillet à Paris, c'est une des meilleures. C'est un truc à faire en tant que militaire. Ce qu'on va dire, c'est le 14 juillet, c'est la fête du militaire. Comme c'est vraiment la fête pour l'armée, pour les armées, pour représenter l'armée. Et voilà. Ouais, chaque année, il y a un très très beau défilé. Hein. Ouais. Je vois que tu t'entraînes toujours dans une caserne de pompiers. C'est ta caserne où tu es volontaire, c'est ça? C'est ça. Donc, il y a en gros, donc moi je suis pas volontairement à cette caserne-là, mais je prenais aussi des gardes à cette caserne-là. Et du coup, j'ai pu reprendre mes entraînements. Enfin, je peux m'entraîner là-bas et tout ça. Donc c'est top, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. C'est top. T'as déjà essayé de faire vraiment tous les exercices de l'Aerox afin d'avoir à peu près un temps? Ah oui, je fais tous les vendredis matins dans mon planning d'entraînement, j'ai une simule Aerox, donc complète. Du coup, je fais les 8 km de course, toutes les stations. Je l'ai pas encore fait en solo adaptative. Pour l'instant, donc ça fait 4 semaines que j'ai commencé la prépa. Je l'ai toujours fait en double avec un collègue. Et voilà, on arrive à 1h15 à peu près en double. Donc à voir. Ouais, super temps. Ouais, ça va. Un meilleur temps que même certains valident en duo. Hein. Oui, bon après je m'entraîne pour, donc au final, je fais que ça. Donc. Donc tu tournes à 3 séances journalières. C'est ça. Donc après le but, en fait, c'est pas de tourner à 3 séances journalières pour tourner à 3 séances journalières. Le but aussi, c'est de pas se blesser. Parce que à tourner à 3 séances de sport dans la journée, si on n'a pas un programme qui est adapté et on s'écoute un peu, au final, on va finir à la blessure. Donc voilà, je tourne à 3 séances, mais j'ai une séance dure dans la journée, donc celle que je fais le matin souvent. Et après, j'ai 2 séances tranquilles, donc ça va être de la muscu ou avec du vélo, 60 minutes de vélo tranquillement, sans monter dans les tours au niveau cardiaque. Et vraiment des trucs pas traumatisants. Sur mon programme, par exemple, je dépasse pas 3 séances de course à pied par semaine parce que sinon après j'ai déjà des blessures avec ça. Alors après je peux même plus courir. En fait, je vais être bloqué pendant un mois à plus courir. Donc en fait, le but c'est de faire. J'ai besoin de ces 3 entraînements-là parce que mes concurrents, eux aussi, ils s'entraînent comme ça, hein, voire mieux en plus. Donc au final, en fait, on est obligé si on veut gagner, on est obligé d'arriver à autant d'entraînements. Comme je disais, quelqu'un qui recherche le sport pour le bien-être, pour se maintenir et tout, en aucun cas je lui conseille de faire 3 entraînements par jour toute la semaine. Au contraire, c'est néfaste. Et comme quand on voit tous les sportifs de haut niveau, hein, le sport c'est bon pour la santé. Le sport en compétition à haute intensité, c'est pas bon pour la santé. On voit des rugbyman qui perdent la mémoire. Le sport dans la performance, ça a jamais été dit bon pour la santé. Et c'est comme tout, en fait. Par contre, le sport, quand on me demande, je dis, moi, je te conseille à faire 3 séances de sport dans la semaine. T'as ton travail à côté. Le sport, c'est pas ce qui, moi, aujourd'hui, je fais. Ma journée tourne autour du sport, autour de mes séances de sport. Quelqu'un qui travaille, le sport, c'est en plus. Donc, il faut qu'il se fasse plaisir au sport. Donc, c'est ce que je leur dis. Faites 3 séances de sport. Faites-vous plaisir. Prenez le sport par plaisir. Moi, quand je vais faire une séance de sport, je prends pas tout le temps de plaisir. Mais, c'est comme quand toi, tu vas au travail, prends pas tout le temps du plaisir, mais tu dois le faire. Donc c'est comme ça que je mets mon planning, mes programmes et en fait pour moi je le vois vraiment comme un travail. Je me dis en fait j'ai 3 séances à faire, je ferai ces 3 séances. Point final, c'est comme si j'étais maçon, je viens de me remonter, je monterai sur. En tout cas, j'ai pas le choix. Au niveau de ta programmation, tu l'as faite toute seule ou t'es parti t'orienter vers un coach? Non, j'ai fait toute seule. Donc je m'y connaissais un peu dans le sport, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai écouté des podcasts. Après, j'ai des collègues qui sont dans l'Aerox et tout ça. Donc, je l'ai fait moi tout seul. Et comme je disais, là, j'en parlais avec un collègue il y a pas longtemps. Je disais, ouais, j'aimerais bien prendre un coach. Et encore que réellement, pas plus que ça, puisqu'au final, à force de faire, à force d'exercer, de pratiquer, on commence à avoir les connaissances. Hein, quand on s'intéresse un peu au corps humain, à tout ce qu'il fait et tout. Et après, avec une amputation et tout, c'est vrai que avoir un coach, c'est compliqué parce que
Par exemple, il y a des jours où je pourrais pas courir comme si j'étais quelqu'un de valide, en fait. Parce que il y a des jours où je suis complètement ouvert de partout, donc il faut que je déplace. Je peux pas faire en fait, un programme général comme tout le monde où il y a, je sais pas, 5 séances de run à l'Aerox. Enfin, pour l'Aerox, c'est un programme général où il y a 5 séances de run et tout. Par exemple, moi, je peux pas le faire. Je dois faire des séances qui sont adaptées. Du vélo, je dois le faire en adaptant. Donc, en fait, ça me permet de faire vraiment un programme complètement personnalisé puisque c'est moi qui me le fais et de faire vraiment par rapport à mon handicap, en fait. Donc, et vu que à force, j'ai appris des choses, j'ai pris les connaissances, j'ai lu des bouquins et tout. Après, il faut pas être plus bête qu'une autre personne, tout le monde peut y arriver. Hein. C'est juste quand ça intéresse, voilà. Du coup, j'ai fait mon programme. Donc, ouais, moi, tu peux avoir ton propre sentier et puis savoir comment avancer, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, on a fait un peu le tour. Je vais passer un petit peu sur les petites questions de fin. Petites questions sympathiques. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde muscu, body ou force, avec qui ce serait? Bonne question. Alors, je sais pas si tu as eu, j'avais tourné une vidéo avec Brutus. Déjà, Ouais, lui, j'ai vu, ouais. c'est quand même dans le milieu de la force athlétique, c'est quand même une grosse personnalité hein, en équipe de France et tout ça. Donc, ça a été, et en plus, faire un entraînement avec lui, ça a été surtout quelqu'un au final qui se pète pas plus haut que son cul, qui est comme tout le monde en fait. Donc, très super. Donc, j'ai après réellement, je sais pas avec qui, j'ai pas de nom à te sortir puisque voilà. Mais voilà, en tout cas, l'expérience avec Brutus, ça a été top. Comment ça s'est passé un petit peu? C'est lui qui t'a contacté? C'est toi? Non, c'est moi je suis allé au culot, on parlait à la caserne avec des collègues et ils me disaient putain, mais pourquoi tu fais pas? Je venais de mettre une vidéo sur les réseaux, elle venait de marcher. Et ils disaient putain, mais pourquoi tu fais pas une vidéo avec un mec comme Brutus, Thibaut InShape ou quoi? Et je dis ouais, mais les gars, je suis rien du tout. Les mecs ils vont même pas me répondre et tout. Ils me disent si, mais vas-y, tu verras, autant ça va passer. Et bon, j'ai envoyé un message au culot sur Instagram. Et il me répond, il me dit, ah ouais, mais complètement chaud et tout. Et au final, on a calé une date. J'ai appris qu'il habitait pas très loin de chez moi. Donc au final, on a pu se faire une vidéo et tout. Donc nickel. Mais c'est moi que j'ai contacté au début sur les réseaux, en fait. Ouais, elle était top la vidéo. Je l'ai regardée. Ouais. Si c'était avec un personnage de fiction, je sais pas si c'était un petit peu animé ou manga. Non, pas du tout. J'allais dire, vu ta tête, tu vois que pas du tout. Non, non, pas du tout. Je regarde pas trop. Bon, de toute façon, je regarde pas trop la télé et tout. On va dire, je rentre chez moi, je dors. Bah, tu m'étonnes, avec 3 séances, faut du repos aussi derrière, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as un style de musique pour t'entraîner? Alors, faut voir qu'il y a vraiment de tout. Des fois, ça va être des musiques genre musique de film un peu classique. Je sais pas si tu vois, par exemple, des trucs genre héroïques, des musiques classiques héroïques de films. Des fois, ça va être sur des séances de force surtout. Des fois, ça va être de la techno, sur la techno remixée de la chanson française remixée techno sur mes séances run un peu longues. Il n'y a pas de musique spéciale. Après, en particulier, c'est la musique un peu remixée ou sinon, de musique de film sur les grosses séances un peu dures, lourdes, surtout pas dures cardio. Et après, vraiment, la playlist, tu la regarderais, c'est n'importe quoi. Ça passe de Jul à Mylène Farmer, il y a aucun sens. Et sur mes entraînements, je mets un peu de tout, quoi. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport, ce serait quoi? Mais ça serait de faire les choses qu'on aime, en fait, tout simplement. Si on fait une chose en se forçant, ça marchera pas. Que ça soit en couple, que ça soit dans le sport, que ça soit... il faut juste trouver un truc qu'on aime, trouver un objectif qui nous plaît. Donc, c'est pour ça que je disais l'objectif, c'est personnel et il n'y a pas d'objectif meilleur qu'un autre. C'est trouver l'objectif qui nous plaît et faire un truc qu'on aime. Et si on fait un truc qu'on aime, au final, il y a tout qui va aller. Et après, se faire plaisir aussi. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui aime quand même faire la fête. Je suis jeune,
J'aime quand même faire la fête, boire l'alcool. Enfin, je me prive pas non plus. Par exemple, la semaine, je reste très carré dans ce que je fais. Par contre, le week-end, si je dois manger un McDo avec les collègues, je dois faire la fête, je dois aller en boîte de nuit, ben, je suis comme tout le monde, même si je fais du sport à côté, avec intensément et tout, je reste un jeune comme tout le monde qui aime faire la fête, qui aime rigoler. Et c'est aussi ça, il faut pas se priver en fait. Faut faire quand même pas tout à n'importe quoi, mais voilà. Moi, je sais que le week-end, c'est le week-end, c'est pas la semaine. Il faut rester cadré, mais ne pas oublier de profiter et de faire les choses qu'on aime. Voilà, bah, sinon, au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va tout simplement péter. Si on est tout le temps encadré, comme les gens, par exemple, qui font des régimes, ils font des régimes tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il dit non, mais c'est bon, stop. T'es bien gentil, mais si moi je profite pas un peu, en fait, c'est mort, quoi. Du coup, ça me donne la prochaine question. Pour toi, quel est le meilleur cheat meal? En vrai, j'aime bien McDo, mais après, je suis plus sucré, mais il y a un peu, ouais, je ne saurais pas quoi te dire, mais les burgers, peut-être, je pense. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Alors, en fait, c'est vraiment la phrase que je me disais dans le lit d'hôpital que je t'ai dit tout à l'heure. C'est celle que j'ai appris plus ou moins à l'armée, hein, en fait. On m'a pas dit, mais c'est celle que j'ai appris. En gros, il y a des moments difficiles dans la vie, ils sont plus ou moins longs, et tous les moments difficiles ont une fin. Et c'est ce que je me disais dans mon lit d'hôpital quand j'avais mal, bon, tout le temps, en fait. Mais je me disais, là, ça fait mal, mais ça va passer. Et ça, ben voilà, tu l'apprends à l'armée. Des fois, t'as mal, physiquement, t'en fais baver, mais ça passe. Je sais pas, ils vont te réveiller la nuit pour aller dans une mare, ils appellent ça la mare aux cochons, pour aller te baigner à 2 heures du matin en plein mois de février dans une mare là, toute pourrie, toute dégueulasse. Bon ben au final, allez vas-y, ben tu sautes dedans, tu vas avoir froid un peu, tu vas faire ce qu'ils te disent, et après dans tous les cas le lendemain c'est passé, ou même avant, hein. Dès que t'es relevé, tu vas prendre ta douche et c'est fini, quoi. Donc voilà. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'avant l'accident? J'ai pas de conseils plus que ça à me donner. Parce qu'au final, bah, je suis resté plus ou moins pareil, hein. À part professionnellement, ça a changé, mais sinon, je suis resté pareil. Où te vois-tu dans 10 ans? C'est une bonne question. On en parlait la dernière fois avec ma mère. Je sais même pas où je me vois dans 1 an. Donc, dans 10 ans, en fait, réellement, ouais, comme je te disais, j'avais ma vie qui était cadrée. Je comptais faire ma carrière à Marseille, au bataillon. Donc, j'avais une vie qui était complètement cadrée. Et là, en fait, l'accident, ça a tout basculé. Donc, au jour d'aujourd'hui, je sais pas où je serai dans 10 ans. Je sais même pas quel métier je vais faire après. Je sais plus ou moins rien. Je sais que dans le sport, je vais me donner à fond, mais voilà, je sais pas. Mais du coup, c'est un peu tout basculé. Et bon, au final, ça fait que 1 an l'accident. Donc, je suis pas encore stabilisé dans les temps pour dire, ouais, tu me vois dans 10 ans, quoi. Tu vois, professionnellement parlant, du coup, ça donne quoi? Bah, c'est assez compliqué. Donc, l'armée, ils m'ont pas reconduit mon contrat. Donc, tu vois, je te parlais des mecs en caserne, donc mes collègues. Et après, il y a aussi le côté, on va dire, un peu différent de l'armée. Je vais pas trop en parler, mais c'est, en gros, pour faire simple, moi, ils m'ont pas reconduit mon contrat. Là, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je touche toujours mon salaire puisque ben, c'est un accident de service. Et dès que cet accident de service il est fini, ben, je toucherai plus mon salaire et je serai radié de l'armée, quoi. En gros, l'armée, c'est fini. Après, ben, c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment dans le flou parce que ben, j'aimerais bien reprendre pompier professionnel. Donc, dans le département du 13, donc ça serait au centre des appels, mais c'est pareil. Si je suis pris, ça sera un poste un peu bizarre puisque ben, je peux pas passer le concours parce que de par la case handicapée. Donc, ben, ça sera avec des CV, lettre de motivation, discussion avec le directeur départemental et tout ça. Donc, c'est après comme tu vois, comme je dis à mes collègues, en fait, donc le SDIS, donc c'est le département des pompiers 13, donc hors Marseille. Il y aura une âme de voir. S'ils me prennent pas, ils me prennent pas. S'ils me prennent, c'est que du positif parce que l'accident de service, il n'a pas eu lieu chez les pompiers volontaires. Il a eu lieu au bataillon.
Donc en fait, tout ce qui j'aimerais bien reprendre en tant que pompier pro au centre des appels, mais comme je dis à mes collègues, ils ont rien à me devoir le département 13. Fait les pompiers du département 13, du 16. Donc à voir, je sais pas. Et après, je vois ce qui, j'essaye d'avancer comme ça et après je me mets dans le sport à fond. Réellement aujourd'hui, je pense plus au sport que. Mais bon, au bout d'un moment, j'attends de voir. Là, j'aimerais bien reprendre le volontariat, mais le standard en caserne et faire la formation pour répondre au téléphone et tout ça. Et après, on verra. Et réellement, je sais pas. Ouais, t'avances un petit peu au jour le jour pour le moment, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, j'essaye d'avancer plus vite, mais sauf que ça va pas plus vite. Là, il faut que je reprenne du coup l'activité de pompier volontaire pour faire ma formation au CODIS, donc le centre des appels, en gros. Mais tant qu'ils acceptent pas mon cumul d'activités, je peux pas reprendre. Enfin, c'est tout ça, je peux pas aller plus vite qu'eux, en fait. Et comme ils me disaient, mes collègues, ils me disaient, ouais, mais bon, après, tu sais que ça fait qu'un an, normalement, tu penses pas reprendre le boulot au bout d'un an après une amputation. Et je leur dis, oui, c'est sûr, mais bon, après, voilà. Oui, sachant que tu es en pleine capacité, voilà, pour toi, c'est tu es ça. apte à reprendre et il n'y a pas de raison que ça dure autant de temps. Quand j'en parle avec les collègues, je vais dans la caserne et je vois des fois, pas pour les dénigrer, mais des pompiers, moi je suis là, je me maintiens physiquement et tout. Je connaissais, bon maintenant ça fait un an, j'ai plus lu un bouquin, donc j'ai dû perdre un peu en théorie et tout, mais et je vois des gens rentrer dans les camions qui font pas de sport à côté, qui se maintiennent même pas. Et moi, que j'ai plus le droit de monter dans les camions parce que du coup avec la case handicapée, ça fout la rage un peu, hein. C'est sûr, on va pas se mentir. Franchement, ça fait chier. Après, c'est comme ça. Des fois, j'en parle avec les collègues, mais voilà, c'est comme ça. Mais oui, c'est sûr que des fois, on voit des gens, putain, ils sont là dans les camions, alors qu'au final, tu es pareil qu'eux, quoi. Et dernière petite question, est-ce que tu as une recommandation de personnes pour un futur podcast ? Bon, j'en vois sur les réseaux, mais j'ai pas les noms, tu vois. En vrai, si le mec, je le vois, se dit, ah putain, lui, ça peut être pas mal. Mais tu pourras me les ouais. envoyer directement. Ouais, au pire, si j'en vois, j'ai un compte qui te voit, je te l'enverrai, mais j'ai pas de nom là comme ça qui me sort. Et des fois, oui, par exemple, il y en a un que j'ai vu, donc je le connais pas, mais j'ai vu sur les Pierre Borghella, un amputé. Ouais, j'ai vu, je l'ai contacté, mais ouais, pas de réponse pour le moment, ouais, mais je l'ai déjà contacté. Ah ouais, voilà, je sais que lui, je l'ai vu, mais je le connais pas, voilà, enfin un peu plus que toi. Et voilà, sinon, des fois, j'en vois des mecs qui sortent du lot, mais ouais, j'ai pas de nom comme ça. Pas de souci. Écoute, Mathias, merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais, de rien. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais, pas de problème. Ça marche. Bonne journée. Allez, à plus. Merci Mathias pour ce moment de vérité. Ce que tu nous as partagé aujourd'hui dépasse vraiment le sport, même le mot résilience. Tu nous rappelles que la vie peut nous mettre au sol littéralement, mais que ce n'est jamais une fin. Ton parcours, c'est la preuve qu'on peut tomber à 130 à l'heure et se relever à 112,5 kg. Une histoire de muscles, certes, mais surtout de mental, de feu intérieur et de foi en l'avenir. Merci de montrer que les cicatrices peuvent devenir des trophées et que derrière chaque blessure, il peut y avoir une force nouvelle. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Pour les actualités, c'est sur Instagram, seb.focuspodcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus. Focus Podcast.